BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission de BFM Crypto, le club. Vous le savez, le jeudi, on répond aux questions avec Morgane Henneland, fondatrice de Crypto 360. Bonjour Morgane, vous allez bien? Très bien. Prête à répondre à toutes les questions? Je suis prête. Et Stéphanie Fra, senior manager chez Coin House. Pareil, vous êtes paré, vous avez préparé vos réponses, Stéphane? Bonjour Sandra, oui, tout à fait. Vous nous écrivez à cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. Toutes les questions que vous vous posez sur les cryptos, sur Bitcoin, si vous voulez entrer, si vous ne savez pas ce que c'est, vraiment, toutes les questions sont acceptées dans cette émission. Et c'est parti pour BFM Crypto. Écrivez-nous et on vous répond. On va commencer par la question d'Alain. Alain nous écrit: je souhaite investir dans les cryptos et Bitcoin, soit via mon entreprise, soit à titre personnel. Je suis néophyte en la matière. Que me conseillez-vous? Avec qui? Quelle procédure pour démarrer? Stéphane? Alors, c'est une vraie question et chez CoinHouse, on a effectivement ce genre de cas de figure où les gens finalement peuvent investir soit au travers d'une sorte d'entreprise personnelle où ils ont un petit peu de trésorerie excédentaire, soit à titre personnel parce qu'ils sont convaincus de l'intérêt de mettre un premier pas dans les cryptos. La différence entre investir avec son entreprise ou à titre personnel, c'est plutôt un effet on va dire d'optimisation ou de gestion de la trésorerie de l'entreprise. En général, quand on investit au travers de l'entreprise, l'avantage, c'est que si on fait des gains, on est taxé, mais on n'est pas taxé tant que ça, puisque c'est taxé au titre des bénéfices de l'entreprise. Si on a des pertes, avec un peu de chance, on a des bénéfices par ailleurs si l'entreprise gagne un peu d'argent. Ouais. Donc ça absorbe un petit peu les pertes. Voilà, et ça évite d'avoir à remonter de la trésorerie de l'entreprise vers soi personnellement et donc de payer de l'impôt sur les dividendes avant d'investir soi-même personnellement. Donc voilà, je pense que c'est pas mal de le faire au travers de l'entreprise plutôt qu'à titre personnel. Maintenant, les deux s'entendent, puisque si jamais de l'argent, ou plutôt des gains sont réalisés sur ces placements au titre de l'entreprise, il y a à un moment donné, ces gains, il faut bien les remonter à titre personnel. Ouais. Et là, on va payer de l'IS plus ensuite de l'IR. Ça peut faire un peu double emploi. Voilà. Morgane, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai eu des cas réels, des gens qui sont venus à titre privé et puis finalement qui ont décidé d'engager une partie de leur trésorerie parce qu'ils ont compris l'écosystème. Et finalement, les deux sont totalement OK. Ça dépend un petit peu de notre vision. Soit on engage son patrimoine personnel, alors il vaut mieux quand même se former. Et alors, moi, je dirais qu'il y a une différence de stratégie. Quand j'investis pour moi-même, je peux peut-être prendre un petit peu plus de risques que si j'investis pour ma trésorerie. C'est ce que j'ai remarqué, moi, avec les profils que j'ai pu accompagner. Ouais. Souvent, avec une société, on va rester sur Bitcoin. Alors qu'en fait, à titre privé, on peut peut-être un peu plus facilement se diversifier. Oui, c'est vrai, c'est une bonne raison, vous avez raison. On ne prend pas des terres via l'entreprise, par exemple. On reste sur Bitcoin, c'est mieux? Ça dépend, je pense, mais c'est toujours bien d'aller sur l'actif le plus capitalisé avec une vision long terme. Mais ça dépend de nouveau de ce que la personne souhaite faire. Elle est toujours libre de se positionner sur ce qu'elle a envie. Et du coup, on met quelle part de la trésorerie en crypto peut-être? Je dirais c'est un peu comme à titre personnel. Chez CoinHouse, on préconise 5 à 10% grand maximum des actifs liquides. C'est-à-dire que si vous avez de l'immobilier, ce n'est pas un actif liquide, donc vous ne prenez pas 5 à 10% de la valeur de votre patrimoine immobilier, vous prenez bien les actifs liquides, donc typiquement ce qui est sur vos comptes à terme, sur les comptes de livret ou ce genre de choses. Là-dessus, on peut mobiliser 5 à 10% de ces montants-là, on va dire dans un cadre de risque à peu près mesuré. Omar nous demande: y a-t-il un lien entre la crypto-monnaie et l'intelligence artificielle? On avait fait une émission là-dessus au moment du sommet de l'IA il y a quelques semaines à Paris à l'initiative d'Emmanuel Macron. C'est vrai ce sont deux mondes un peu parallèles. Est-ce qu'ils ont des liens, Morgane? Le lien que moi je ferais tout de suite, c'est des technologies qui sont disruptives. Autant l'IA que la blockchain, alors les cryptos, ça dépend de la blockchain, il y a vraiment quelque chose où, maintenant qu'elles arrivent, les propositions qu'elles vont nous faire, les nouvelles applications qu'elles vont avoir, on voit bien ChatGPT, l'impact que ça a sur la plupart des gens qui maintenant l'utilisent quand même, certains l'utilisent quotidiennement quand même. Et bien les cryptos et la blockchain, ça va être pareil. Donc je pense que c'est ça qui les relie, c'est des technologies qui pourraient bien changer notre société d'aujourd'hui. Stéphane, est-ce que l'un va améliorer l'autre et dans quel sens dans les mois, les années qui viennent? Alors, c'est difficile de voir les passerelles. Il y a quelques projets qui sont, on va dire, tournés autour de l'IA. Alors des fois, il y a aussi une
petite part un peu de marketing, il ne faut pas se leurrer, mais il y a quelques projets crypto qui ont été développés, notamment sur la partie un peu puissance de calcul, pour essayer, on va dire, d'apporter leur pierre à l'édifice à la partie IA. Je pense que c'est quand même deux choses un peu différentes pour moi en termes d'outils technologiques. L'IA est très très intuitif, notamment quand on parle des LLM. Pour le coup, c'est quelque chose où n'importe qui peut prendre son ordinateur, poser des questions. C'est le logiciel de langage. Exactement. Oui. N'importe qui peut prendre son ordinateur, poser des questions comme si on parlait à un conseiller. Et en fait, quel que soit le domaine, ce conseiller, il est capable de vous répondre. Ouais. Et certainement que sur des choses très pointues, il n'est peut-être pas encore complètement au point, mais sur la plupart des sujets qui nous concernent, il est complètement au point. Donc on va dire que la partie IA est très intuitive. La partie blockchain, pour le coup, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui portent des projets, qui mettent en application cet outil-là pour que ça rentre un peu plus dans notre quotidien. Là où l'IA, finalement, il est nativement dans notre quotidien. On avait quand même du mal à l'époque à faire le lien réellement entre les projets qui utilisaient les deux. Donc, il va peut-être falloir attendre un petit peu pour voir des choses qui travaillent sur ces deux secteurs, finalement. Ce sera intéressant d'avoir le meilleur des deux mondes, finalement. Voilà. Tout à fait. Lilian nous demande « Bonjour Sandra et les chroniqueurs, je me demandais pourquoi le cours du Litecoin ou Litecoin peut-être ne décolle pas réellement, car vu l'architecture similaire au Bitcoin, c'est-à-dire 84 millions maximum. Oui, c'est ça. Il y a une quantité limitée. Donc, Lilian s'attendait à ce que ça réagisse un petit peu pareil. Stéphane, qu'en pensez-vous ? En fait, chaque crypto a un peu sa propre dynamique. Je pense que le Bitcoin, au-delà du fait qu'il y a un nombre de Bitcoin limité dans l'histoire du Bitcoin, il y a aussi un écosystème des acteurs qui sont différents. Aujourd'hui, le Bitcoin bénéficie finalement de pas mal de soutien. Les ETF spot qui ont été lancés maintenant il y a un peu plus d'1 an, qui permettent à des investisseurs institutionnels de venir sur ce marché-là, ce qui n'existe pas sur le Litecoin. Sur la partie réserve américaine, il a été annoncé récemment par Trump, même s'il y a des petites déconvenues, quand même une réserve pour les États-Unis en Bitcoin. Ça n'existe pas encore sur le Litecoin. Donc on voit bien qu'il y a quand même des choses différentes en termes d'acteurs qui vont venir sur le marché du Bitcoin qu'on ne retrouve pas forcément sur tous les autres cryptos. Morgane ? Totalement. Il y a des similitudes entre Litecoin et Bitcoin parce que Litecoin, il a été créé en 2011 et en fait, c'est un fork de Bitcoin. Donc en fait, il est issu vraiment de la blockchain de Bitcoin. Mais il y a des grosses différences aujourd'hui. Il n'a pas du tout la même adoption. Il n'est pas du tout utilisé pour les mêmes choses. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'il y a une petite différence entre ce qui se passe sur Bitcoin et ce qui se passe sur le marché des altcoins au sens large. Il n'y a pas que Litecoin, en fait, au final. C'est la plupart des cryptos qui sont un peu restés sur le côté. Brice s'adresse à nous trois. Quelle est la répartition de votre portefeuille crypto? Pas forcément en termes de valeur, mais en termes de répartition en pourcentage et sur quel horizon de temps et de fréquence. Moi, par exemple, j'ai investi 50-50 entre le Bitcoin et l'Ethereum tous les mois sur un horizon de 20 ans. Bon, Brice, je ne vous cache pas qu'on ne va pas vous dévoiler nos portefeuilles comme ça, mais peut-être qu'on peut simplement conseiller ce qu'il est préférable de faire, ne serait-ce que sur Bitcoin et sur l'Ethereum, en termes de pourcentage, Morgane. Oui, je trouve que la stratégie est plutôt pas mal, mais ça va vraiment dépendre de son profil d'investisseur. Moi, je dis toujours ça, connaissez-vous vous-même. Parce que si je me connais, je sais quelle stratégie va potentiellement fonctionner pour moi et puis quelle est ma tolérance au risque. Alors si on va sur du Bitcoin et l'Ethereum, effectivement, on prend beaucoup moins de risques que si on était positionné sur des altcoins. Donc moi, ça dépendrait vraiment de quel est mon horizon d'investissement, quelle est ma tolérance au risque et puis ensuite, je me constitue un petit portfolio. Le long terme fonctionne quand même toujours extrêmement bien, notamment sur Bitcoin depuis 16 ans. Stéphane ? Je vais être transparent. Moi, j'ai quand les cours étaient un peu plus hauts, puisqu'ils ont pas mal baissé, j'avais à peu près 5% de mon patrimoine en crypto. Voilà. C'est encore une fois, c'est tout confondu. Ouais. C'est à peu près l'ordre de grandeur de ce qu'on conseille à nos clients. Et je pense que ça suffit pour avoir un impact positif quand ça se passe bien. Là, l'impact a été très négatif, mais finalement, rapporté à l'ensemble du portefeuille, il est amorti. Voilà. Donc, je pense que c'est un bon ordre de grandeur. Après, si effectivement les gens sont très enthousiastes, très pro-risque, avec des points d'entrée plutôt intéressants, s'ils veulent mettre 10-20%, pourquoi pas ? Mais on voit bien qu'il y a toujours une incertitude. On est sur des actifs très volatiles et donc il faut être capable d'absorber ce risque. Il ne faut pas avoir besoin de cet argent dans les 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans qui viennent.
alors peut-être qu'effectivement, ça serait un très bon investissement. Et vous l'avez dit, il faut résister aux hausses et aux baisses, cette volatilité. On en parle tous les jours. Quand ça baisse, tout le monde crie à la catastrophe. Ça me fait poser cette question. Le bull market est-il terminé ? On va se demander qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand les cours baissent. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Est-ce qu'on doit au contraire racheter ? C'est aussi un petit peu cette question qu'on se pose parce que notre état d'esprit n'est pas le même quand ça monte et quand ça descend. Morgane. C'est vrai. Alors, je pense qu'il faut toujours prévoir les montées et les baisses. Moi, je trouve que c'est ça une stratégie qui fonctionne. C'est soit on est là pour le long terme et donc finalement que ça monte ou que ça descende, ça ne m'impacte pas. Par contre, si j'ai une stratégie plutôt court terme, je vais devoir regarder les montées et les descentes. Parce que si ça monte, est-ce que c'est peut-être le moment pour moi de prendre le profit quelque part, soit en stabilisation, on n'est pas obligé de passer en euros, je tiens quand même à le rappeler, on a des stablecoins, aujourd'hui c'est un privilège, à l'époque il n'y avait que Bitcoin, maintenant on a quand même des stablecoins, idéalement reconnus par MiCA, parce qu'on est quand même en Europe. C'est-à-dire qu'on prend son bénéfice, on les place en stablecoin et on ne perd pas et on ne paye pas d'impôts. Alors, ça dépend un peu les cas, mais je pense qu'effectivement, on ne paye pas d'impôts puisque le passage en euros est quand même une sortie complètement des cryptos. Là, on est simplement sur une conversion. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça que j'aime bien avec les stablecoins, c'est une bonne alternative à la sortie en euros. Donc, pourquoi pas ? Mais si des personnes veulent prendre une partie de leur profit en euros, oui, c'est aussi une option. Si ça descend, ça peut être très intéressant d'aller chercher des petits points d'entrée. Moi, j'aime beaucoup faire des ordres limites. Un ordre limite, c'est un ordre automatique que l'on va placer à un certain endroit. Je ne dois pas être derrière mon PC, derrière mon ordinateur. Je ne regarde pas comme ça, je n'ai pas les... Ça achète tout seul. Ça peut être intéressant aussi. Donc, on peut jouer avec les montées et les descentes à notre avantage. Stéphane, est-ce qu'il est terminé ce bull market ? Alors, on s'inquiète. C'est une question, je vais la découper en plusieurs morceaux. Oui. On va d'abord parler du Bitcoin, qui est quand même le gros du marché. Aujourd'hui, c'est à peu près 60% de l'ensemble des capitalisations. Lui, si on regarde par rapport au cycle précédent, on est encore dans le bull market. Une des différences par rapport au bull market précédent, c'était que quand on avait cassé le plus haut précédent, en général, ça arrivait à peu près 6 mois après le halving. Et là, on a respecté la fenêtre. Donc ça, c'est très bien. Une fois qu'on cassait ce plus haut, on faisait en général 100% de hausse avant de revenir un petit peu en arrière, en général d'une trentaine de pourcents. Là, au lieu de faire les 100% de hausse, on n'a fait que 50% de hausse. Je le fais en grand ordre de grandeur. Ouais. Et par contre, on a bien baissé de 30%. Donc, on a l'impression, et le marché repart très légèrement, mais on est encore relativement bas. Donc, il faudrait vraiment qu'on accélère un petit peu à la hausse pour qu'on puisse se dire la baisse, elle est derrière nous. Et maintenant, on va construire, on va peut-être aller retrouver des plus hauts. Si c'est le cas, alors on peut dire que sur le Bitcoin, on est encore dans la fenêtre du bull market. On n'a pas d'éléments qui invalident le bull market. Simplement, en termes de force, d'amplitude, on est sur un bull market de moindre ampleur. Et il faut se rappeler qu'en 2021, que la manière dont c'était terminé le mouvement, il y a eu une grosse hausse, une très grosse baisse, et puis une hausse marginalement au-dessus. Donc, quelque part, si je devais donner maintenant peut-être des ordres de grandeur de où est-ce que ça peut se terminer, toutes choses égales par ailleurs et avec beaucoup de modestie, je pense qu'on va peut-être finir entre 130 000 et 150 000 $ sur le Bitcoin. Et si on arrive à ces niveaux-là, avec la fenêtre de temps qui va se refermer, parce que le bull market, il a en général une date terminale qui est plutôt en octobre-novembre de cette année. Voilà. Donc à ce moment-là, ça vaudra certainement le coup de sortir. Donc ça, c'était sur la partie Bitcoin. Et si je finis assez rapidement, sur la partie altcoin, là, pour le coup, quand on regarde la structure de marché, on est sur quelque chose qui ne présage pas d'un bull run ou d'une poursuite du bull run. On va plutôt retracer une grosse partie de la baisse qu'on a fait, mais on n'ira pas faire des plus hauts. Ouais, intéressant, effectivement. Yves Chouefati nous disait carrément, lui, qu'avec l'avancée du Bitcoin, l'avancée du halving, en fait, les cycles allaient changer de durée. Donc, c'est intéressant. On verra bien ce qui se passe, effectivement. On va continuer sur les questions de nos auditeurs téléspectateurs. Vous nous écrivez, crypto@bfmbusiness.fr. Alexis nous demande, pourquoi personne ne s'intéresse au Cardano, Morgane ? Non, on s'y intéresse un petit peu. Alors, déjà, il a été cité pour potentiellement faire partie de la réserve fédérale aux États-Unis, donc ça prouve qu'il y a quand même un intérêt. Mais effectivement, c'est pas l'altcoin dont on parlait le plus. Il faut être honnête. On parle beaucoup d'Ethereum, on parle beaucoup d'autres cryptos. Moi, Cardano, j'apprécie. J'apprécie cet actif. Pourquoi ? Il y en a beaucoup que j'apprécie, attention, mais Cardano fait partie un petit peu des cryptos qui ont quand même un track record. Cardano est là depuis très longtemps. Le cofondateur de Cardano, qui est Charles Hopkinson, il faisait partie en fait de l'équipe d'Ethereum. Il était même le directeur, si je ne me trompe pas, d'Ethereum. Donc c'est quelqu'un qui était là depuis très longtemps, qui est une figure un petit peu emblématique et il voulait aller plus loin.
plus loin qu'Ethereum. Et il a décidé de créer sa propre blockchain qui s'appelle Cardano. Cardano, en fait, c'est une Layer 1, donc une blockchain principale qui a pour vocation d'avoir des smart contracts, d'avoir des applications décentralisées. Et c'est vrai que Cardano se distingue par sa structure en deux phases sur sa blockchain. Il n'y a pas une seule blockchain, il y a 2 couches. Et aussi le fait d'avoir une approche qui est scientifique. En fait, il s'entoure d'ingénieurs, de personnes qui sont spécialisées sur la cryptographie pour prendre les décisions de manière générale. Donc il y a une relecture qui est faite par les pairs. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui démarque un petit peu chez Cardano, chez ADA, le jeton de Cardano s'appelle ADA, par rapport à un Ethereum ou à d'autres altcoins. Par contre, alors qu'il fait partie du top 10 quand même Cardano, que c'est potentiellement un actif qui fera partie de la stratégie fédérale des États-Unis, alors ça c'est selon le décret de Trump, pas le Bitcoin Act de Cynthia Lummis, mais c'est vrai que ce que j'entends beaucoup, c'est beaucoup de retard en fait sur Cardano. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent il y a eu beaucoup de promesses, mais malheureusement dans les faits concrets, Cardano pour l'instant, ils tiennent pas toujours leurs promesses. Alors Charles Hoskinson, c'est un personnage qui est là depuis très longtemps, mais des fois le fait qu'ils fassent des promesses comme ça et qu'ils n'arrivent pas à les tenir, c'est vrai que je sais que c'est un petit souci pour certaines personnes. Ça décourage, ouais. Un petit peu, ouais, effectivement. Moi aussi, j'avais entendu beaucoup de promesses sur Cardano, il y a même encore 1, 2, 3 ans, et c'est vrai que ça met du temps à venir. Qu'en pensez-vous, Stéphane ? En fait, je pense qu'un des sujets de Cardano, contrairement à Ethereum ou à Sol, c'est de trouver des grandes applications un peu emblématiques. Ethereum, il y a eu toute la partie DeFi, et il y a beaucoup de projets qui ont été développés sur la blockchain Ethereum. Sur Solana, par exemple, assez récemment, il y a eu beaucoup de choses sur les mêmes coins qui ont été développées. Et donc, quelque part, cette Layer 1, qui est quand même quelque part une partie d'infrastructure, pour qu'elle ait une utilité, il faut bien qu'il y ait des projets qui viennent se greffer dessus. Et on a du mal, finalement, à nommer beaucoup de projets, beaucoup de thématiques qui ont été développées autour de Cardano. Donc, quand bien même la blockchain serait très efficace, très scalable, puisque c'est une des caractéristiques de Cardano, qu'elle serait très sécurisée, le fait est, c'est que ça manque encore d'applications. Et tant qu'on ne trouve pas ces applications, en fait, on a un super outil, mais si on ne s'en sert pas, ça reste effectivement confidentiel. Et au bout d'un moment, les gens se lassent. Une question d'Olivier. Quand on achète de l'ETF Bitcoin, celui-ci est-il débité des 21 millions de Bitcoin disponibles ? Morgane ? Oui, la réponse est oui. Parce que depuis qu'on a les ETF Bitcoin Spot, le plus capitalisé actuellement, c'est celui de BlackRock. Il a eu quand même un succès très, très important. Et ce qui se passe dans la réalité, c'est que quand j'achète un ETF Bitcoin chez BlackRock, qui permet d'avoir accès à ces ETF, ils achètent réellement du Bitcoin. Donc, ils ont du Bitcoin et en fait, ils les storent dans des cold wallets qui sont d'ailleurs gérés par Coinbase. Voilà, c'est une petite info comme ça. Donc oui, ça enlève, si vous voulez, du Bitcoin de la circulation, parce que c'est quand même important de spécifier qu'on n'a pas encore les 21 millions de Bitcoin. Oui. Ils vont être créés jusque 2140, c'est la date ultime de la dernière création de Bitcoin. Donc pour l'instant, on a plus ou moins 19 800 000 Bitcoin en circulation. Oui, effectivement, plus lentement. Voilà. Ouais. Cette question-là, un peu plus générale sur le contexte et ce qui s'est passé notamment aux États-Unis, comment va fonctionner réellement, selon les dernières informations, cette réserve américaine en crypto-actifs ? Stéphane ? Alors, effectivement, il y a eu la signature en ce début de semaine de la part de Trump de la création de cette réserve. Donc, c'était quelque chose qui était plutôt attendu, mais qui n'était pas officialisé. Donc maintenant, c'est fait. Il y a eu une déception du marché sur la partie comment ils allaient la capitaliser finalement, comment ils allaient la remplir, cette réserve. Parce que c'est pas le tout de la créer, mais si on crée quelque chose et qu'on n'y met rien dedans, c'est comme si on n'avait rien fait. Alors sur Bitcoin, ils ont transposé 200 000 Bitcoins qu'ils avaient saisis lors de différentes opérations, donc le gouvernement fédéral avait saisi, pour remplir la réserve en Bitcoin, sachant que les chiffres dont on avait parlé, c'était à peu près 1 million à terme de Bitcoin qui devraient alimenter cette réserve-là. Donc, il en manque encore 800 000. Sur les autres cryptos, il n'y a pas grand-chose qui a été dit. Donc, simplement, la réserve existe, mais il n'y a rien dedans. Par contre, ce qui a été un petit peu décevant, c'est que le gouvernement, ou les gens qui s'occupent de cette réserve-là, ont annoncé le fait qu'il n'y aurait pas d'endettement pour pouvoir remplir la réserve. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils vendent des actifs, quel que soit l'actif. Alors, ça pourrait être de l'or, ça pourrait être
plein de choses. Je vois mal vendre de l'or, mais oui, c'est vrai. Aujourd'hui, en tout cas, ils n'ont pas dit ce qu'ils allaient vendre pour pouvoir remplir ces réserves, puisqu'il y en a 5 différentes. Et c'est ça qui a un petit peu déçu. Ce qui a été dit également, c'est que les bitcoins qui sont dans la réserve, tant qu'on n'atteint pas le seuil des 1 million, ne seront pas vendus. Donc ils vont être conservés, donc ça veut dire qu'on va retirer de la liquidité au marché, ce qui normalement est plutôt un élément favorable. Mais ce qui manque vraiment aujourd'hui, c'est du nouvel argent pour pouvoir aller alimenter le marché. Est-ce que ça change, et là c'est une question personnelle, l'avenir à court terme de Bitcoin? On espérait beaucoup de ces décisions aux États-Unis. Bon, là on voit qu'on a annulé les hausses qu'on avait eues depuis l'élection de Donald Trump. Est-ce que ça change la phase de l'avenir des cryptos et surtout du Bitcoin? Morgane. Ce qui est sûr, c'est qu'une bonne nouvelle de ce type-là, au niveau macroéconomique, voilà, Trump qui est le nouveau président des États-Unis, si on avait eu une annonce un peu plus bullish, comme on dit chez nous, donc un peu plus avec un achat massif de Bitcoin, etc., ça aurait eu un impact sur le prix, ça c'est clair. Par contre, il y a la news et puis il y a l'effet d'une nouvelle qui peut des fois prendre un peu plus de temps. Je pense qu'il faut voir ce qui va se passer, mais il y a eu clairement une déception ici qui s'est ressentie sur les marchés. Par contre, sur le long terme, pour moi, ça ne change pas grand-chose. C'est ici, maintenant, pour ce cycle-ci, avec l'annonce qui vient d'arriver, ça a eu un petit impact, oui. Gardez vos nerfs, Stéphane. Oui, si je peux rajouter, effectivement, au-delà de l'aspect sonnant et trébuchant qu'on aurait pu attendre pour cette annonce, il y a également ce que ça va susciter chez les autres pays. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui la Chine, vous êtes la Russie, vous êtes plein d'autres pays qui avaient des réserves naturellement. Vous voyez que les États-Unis sont en train d'acquérir finalement un stock important ou vont acquérir un stock important de Bitcoin. Vous n'avez peut-être pas envie de les laisser faire, et vous n'avez peut-être pas envie de vous laisser doubler par rapport à ces gens-là, sachant qu'en plus, on va dire, certains États ont un problème d'emploi de leur cash du fait, typiquement, on peut penser à la Russie, ils vendent du pétrole, du gaz, de l'énergie. Aujourd'hui, ils se font payer plus en dollars parce qu'ils ont un risque de se le faire confisquer. Et donc, ils vont certainement vouloir se diversifier et acheter une devise comme le Bitcoin qu'on ne peut pas leur confisquer. C'est pas absurde. Alors après, encore une fois, ça sera toute proportion gardée, mais des grands pays comme ça qui décideraient aussi de venir diversifier leurs réserves dans des cryptoactifs, potentiellement, pour le futur, c'est des nouvelles positives. Allez, une petite question supplémentaire pour terminer l'émission. Pourquoi ne puis-je pas stacker mon Bitcoin? Alors, on rappelle ce que c'est que le stacking, Morgane. Oui, le stacking, c'est en fait un moyen de mettre en enjeu nos cryptos. Donc, par exemple, le Bitcoin fonctionne en proof of work. La preuve de travail, c'est de l'électricité avec une mise en concurrence des mineurs. Et l'Ethereum, depuis 2 mars 2022, il fonctionne en proof of stake. Donc, c'est-à-dire que je dois mettre mes cryptos en enjeu et je vais recevoir, en fait, finalement, des récompenses pour aider à sécuriser ce réseau. Et le stacking, en fait, il n'est pas éligible pour toutes les cryptos. Ben pourquoi? Parce que Bitcoin ne fonctionne justement pas en proof of stake, mais bien en proof of work. Et donc, techniquement, je ne peux pas c'est le protocole de départ, Bitcoin. en fait, qui empêche ça. Stéphane. Et du coup, si on veut une rémunération sur ces Bitcoins, puisque en fait, la question sous-jacente, c'est comment je peux me faire rémunérer avec mes cryptos, il faut les prêter. Là où, avec de l'Ether, vous pouvez soit les prêter, soit les stacker. Vous avez 2 choix. Quand on prête, évidemment, il y a un risque de contrepartie. Et donc, on revient à la finance traditionnelle, qui est quand je prête mon argent à quelqu'un, j'espère qu'il me le rend, plus les intérêts. Oui, on a beaucoup de la différence avec le stacking, c'est qu'on aide quand même à sécuriser le réseau. Tout à fait. C'est ça que j'aime bien dans le stacking aussi. Maintenant, il y a des risques. Attention, le stacking est aussi risqué, tout comme le borrowing et le lending, le prêt et l'emprunt crypto, quoi. Une dernière question. Est-ce que Bitcoin possède des layers 2? Oui, le plus connu, c'est le Lightning Network. Donc, c'est une seconde couche de la blockchain principale, donc qui est venue se déposer sur Bitcoin. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Le problème avec Bitcoin, alors attention, elle est très décentralisée, cette blockchain, c'est une des plus sécurisées qu'on connaisse. Par contre, au niveau scalabilité, c'est toujours le petit souci que Bitcoin peut avoir. Oui. Et en fait, Lightning Network, il va permettre justement d'avoir une possibilité de faire des transferts
d'argent de manière hyper rapide pour des frais qui sont très très peu chers en fait finalement de personne à personne. En fait c'est un canal qu'on va ouvrir donc de personne à personne sur le Lightning Network et l'ouverture et la fermeture vont se faire sur Bitcoin, mais par contre tous les échanges qu'on va se faire après sur ce canal de personne à personne, eh bien ça se fait sur le Lightning Network. C'est comme une petite ardoise en fait entre amis. Et une fois qu'on a terminé nos comptes, ensuite ça va passer sur Bitcoin. Donc ça aide vraiment au niveau scalabilité pour Bitcoin et c'est très utilisé le Lightning Network. Ouais. Une question sur Ethereum. Pourquoi existe-t-il à la fois Ethereum et Ethereum classique, Stéphane? C'est simplement un fork Ethereum classique. Alors, je ne sais plus en quelle année ça a eu lieu, ce fork-là, mais c'est une division de la blockchain à ce moment-là, avec deux voies qui ont continué. Une voie principale, Ethereum tel qu'on le connaît aujourd'hui, Ethereum classique, qui n'était pas un petit fork. La plupart du temps, quand il y a des forks qui sont télescopés, ça donne lieu à une blockchain principale et quelque chose de similaire, mais tout petit que personne finalement ne va utiliser, et donc il n'y a pas de valeur. Dans le cas d'Ethereum classique, finalement, il y a une valeur qui est restée. Simplement, c'était des gens qui n'avaient pas envie de faire le changement à l'époque. Morgane, vous avez 30 secondes pour la dernière question. La taille des blocs a-t-elle été augmentée sur Bitcoin? Alors oui et non, je vais un peu modérer. Il y a deux dimensions à cette question. La première, c'est que depuis la mise à jour Segwit sur Bitcoin, c'est pas qu'il y a eu une augmentation de la taille des blocs, c'est qu'en fait, les transactions prennent moins de place parce qu'ils ont mis en place un procédé pour avoir moins besoin d'un maximum d'informations sur chaque transaction. Je vais essayer de l'expliquer comme ça. Et donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que depuis Segwit, en 2017, on peut mettre plus de transactions dans un seul bloc Bitcoin. Et techniquement, c'est passé de 1 MO à 4 MO, mégaoctets. Maintenant, dans la pratique, c'est passé jusqu'à 2 MO max. Mais c'est une manière, en tout cas, d'optimiser l'espace dans un bloc. Et ça, c'était plutôt la première manière de faire en soft fork. Par contre, en hard fork, donc là, c'est vraiment un démembrement de la blockchain principale de Bitcoin. On a eu Bitcoin Cash qui, effectivement, a décidé de créer sa propre blockchain avec une augmentation jusqu'à 8 MO, en passant de 1 MO à 8 MO. Et là, c'est sur Bitcoin Cash. Voilà les réponses à toutes vos questions. Vous continuez à nous écrire crypto@bfmbusiness.fr. Merci à tous les deux, Morgane Hennelandu, fondatrice de Crypto 360, Stéphanie Fra, senior manager chez Coin House. Vous continuez à nous écrire. On répond à vos questions tous les jeudis. Tout de suite, c'est BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.